C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une autre édition de Ville en Action, votre émission d'actualité de la Ville de Saguenay. Au programme cette semaine, une demi-heure bien remplie, vous allez voir. On fait d'abord un survol des dossiers que nous avons suivis depuis le 22 février. Ensuite, nous vous présentons des extraits de la conférence sur le plan Nord donnée par le premier ministre Jean Charest devant des gens d'affaires de la région. Et puis, nous vous proposons une entrevue que nous a accordée le lieutenant-général Charles Bouchard lors de son passage à Saguenay. La Ville de Saguenay, d'ailleurs, qui lui a rendu hommage lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'Hôtel de Ville. Commençons d'abord par la revue de presse. Le 23 février, le chef intérimaire du Parti libéral du Canada, Bob Rae, a rendu visite au maire de Saguenay lors d'une tournée régionale. C'est dans le hall de l'Hôtel de Ville que le maire Jean Tremblay a accueilli en fin d'après-midi, jeudi, le chef intérimaire du Parti libéral du Canada, Bob Rae. Celui-ci était de passage à Saguenay dans le cadre d'une tournée régionale. Pour l'occasion, M. Rae était notamment accompagné de son épouse. Le maire, qui accueille ainsi tous les chefs de partis politiques lorsqu'il s'arrête à Saguenay, a profité de la venue du chef libéral fédéral pour discuter de différents dossiers régionaux. La rencontre aura duré environ 1 heure. Toujours le 23 février, un Saguenayen a reçu les honneurs de Pêche et Océan Canada. Il s'agit de Rémi Aubin, qui a remporté l'un des 5 prix nationaux de pêche récréative pour l'année 2011. Un honneur pleinement mérité pour le Saguenayen Rémi Aubin, qui a reçu le 23 février un prix national de la pêche récréative pour l'année 2011. La remise du prix par Pêche et Océan Canada a eu lieu sur les glaces du village de pêche blanche de Grande-Baie. Cette récompense, créée en 1989, souligne les contributions exceptionnelles de personnes et d'organismes dans des domaines touchant autant la pêche récréative que la restauration et la mise en valeur des pêches. Depuis 10 ans, Rémi Aubin organise une journée d'initiation à la pêche pour permettre aux jeunes du primaire de découvrir la pêche estivale et la pêche hivernale dans la rivière Saguenay. Aujourd'hui, ce sont entre 200 et 300 enfants qui sont ainsi initiés à la pêche. Cela représente un bel exploit qui n'aurait pas pu être réalisé si M. Aubin n'avait pas consacré autant de temps, d'efforts et d'énergie à ce projet. Le 24 février maintenant, la Ville de Saguenay a accueilli une délégation de la Ville de Gatineau qui est venue s'informer de son système de gestion par activité. Vendredi dernier, une délégation de la Ville de Gatineau, composée de 2 conseillers municipaux et du chef du cabinet du maire de Gatineau, est venue rencontrer le conseiller Jean-Yves Provencher et le directeur général de Saguenay, Jean-François Boivin, question de s'informer sur la gestion par activité. Pour le maire de Saguenay, Jean Tremblay, qui était aussi présent, ce n'est pas la première fois que des délégations municipales s'intéressent au système de gestion de la ville. En effet, Québec et Sherbrooke ont aussi visité Saguenay. Selon le maire Jean Tremblay, Saguenay fait figure de précurseur dans ce domaine et les autres villes s'intéressent vraiment à ce que les autorités municipales ont mis de l'avant. Il ajoute que la gestion par activité à Saguenay fonctionne bien et que c'est toujours un plaisir de partager notre savoir-faire avec d'autres municipalités. Et puis, le 28 février, nous nous sommes rendus au Musée du Fjord de la Baie qui héberge depuis peu de nouveaux pensionnaires. D'abord, dans son aquarium géant qui a été ouvert en novembre dernier, d'autres poissons ont été ajoutés. Et puis, autre nouveauté, c'est le Vivarium. C'est un nouvel espace où les gens découvrent l'univers des insectes. On vous en donne un avant-goût. Vous en êtes rendu à combien de spécimens de poissons? De poissons, on a une 50aine d'individus maintenant, près de 50, et on en intègre pratiquement toutes les semaines. On a intégré plusieurs nouvelles plis, un turbo aussi. Eux ont tendance à s'enfouir dans le sable, donc on les voit pas tous nécessairement du premier coup d'œil. Il y en a beaucoup aussi qui sont cachés dans les roches, entre autres nos loups. Nos loups atlantiques, on est rendu avec 5 loups. On en avait un dans notre premier arrivage, notre première intégration. C'est ce qu'on voit là-haut. C'en est exactement. Il y en a un qui est perché là-bas. Ce que tu me disais, c'est que c'est très territorial. Oui, il y en a un, qui vient de sortir, derrière ces roches. Oui, effectivement, c'est très territorial. Et souvent, ils vont se nourrir après que tout le monde ait mangé, pour ne pas faire d'affrontement nécessairement. Ils apprennent à cohabiter ensemble, évidemment, mais jusqu'à maintenant, ça se passe quand même bien. Et puis, on commence à avoir des espèces un petit peu plus exotiques. Donc, on a une licode dans le bassin de quarantaine qui s'en vient. Donc, des nouvelles espèces. Les gens ne sont pas nécessairement familiers avec toutes ces espèces de poissons-là. Donc, on connaît bien Sébastien morue. Oui, c'est ça, mais il y en a d'autres qu'on n'a jamais vues. 2 morues franches à cet endroit-là. Et ça, c'est une hogac qu'on appelle, ou souvent appelée la morue de roche. Donc, elle est beaucoup plus marbrée,
une couleur différente. On a des petits chaboisseaux aussi. Oui, c'est joli. Ça, on en a de plusieurs tailles. Est-ce que ça devient beaucoup plus gros, ça? Oui, ça va quand même grossir, mais pas, c'est pas aussi autant gros. que la morue. Non, absolument. Ça, c'est un autre loup. Oui, c'est notre... Mais pas la même couleur, là. Non, il c'est est votre vraiment plus gros, je pense, plus hein? gris, oui. Et ça aussi, souvent, la plupart des poissons ont une adaptation selon leur environnement, vont adapter leur couleur et selon leur nutrition aussi. On a intégré aussi des oursins, donc de plus en plus, on va ajouter des invertébrés. Il y a des étoiles de mer un petit peu... lui, il se tient vraiment en haut, hein, depuis tout à l'heure, qui se promène là. Oui, bien lui, il pense qu'il va avoir encore du lunch. Ah, bon. C'est la gourmande du groupe. Pendant la semaine de relâche, on est ouvert exceptionnellement le lundi, parce que normalement, on est fermé en hiver. Et puis, des réductions aussi. Les tarifs sont réduits pour adultes, pour enfants, pour la famille. C'est 25 de rabais pour le tarif familial. Donc, évidemment, il y a des activités spéciales. Une des activités spéciales en lien avec le nouvel insectarium qui s'en vient, c'est les papillons en relâche. Les gens sont invités à venir découvrir les papillons qui sont en train d'éclore. 4 espèces donc de papillons nocturnes du Québec. On vient ici, oui, et les papillons vont se retrouver en liberté. Exactement. On va sortir des individus mâles seulement, évidemment, pour éviter prolifération à l'intérieur du musée. Et puis, donc c'est ça, ils vont errer autour à travers les gens. Et puis, on entre dans le mois de mars, alors que le grand décompte s'amorce pour les Jeux du Québec à se tenir à Saguenay en 2013, donc dans un an, pratiquement jour pour jour. Lors d'une conférence de presse, le comité organisateur a levé le voile sur des activités de financement à se tenir bientôt. Dans 365 jours, la ville de Saguenay sera en liesse alors que se mettra en branle la 48e finale des Jeux du Québec 2013. 4600 athlètes, accompagnateurs officiels et missionnaires débarqueront chez nous, sans compter les 12 000 visiteurs venus des 4 coins du Québec. En conférence de presse ce jeudi, le comité organisateur, qui se dit fébrile, amorce le grand décompte en annonçant des activités de financement. La première est la Loto des Jeux. Le 19 mars prochain, 40 000 billets seront mis en vente sur l'ensemble du territoire au coût de 5 $. Et le premier billet a d'ailleurs été vendu au maire Jean Tremblay. Je le sens, ça va être les plus beaux jeux que le Québec a jamais présentés. L'année prochaine, dans un an exactement, ça va être l'euphorie dans la ville. Toute l'organisation, les gens qui ont été cherchés, là, ça marche, on le sent. Vraiment, tout le monde est emballé. On espère boucler notre budget à 5 500 000 et là-dessus, je vous dirais qu'on a peut-être un 75-80 de trouvés, mais là, il reste toutes nos autres activités de financement là, qui sont là, comme la loto. Une première carte cadeau de 8 000 d'ameublement Tanguay, un téléviseur 65 pouces d'une valeur de 3 000 un cinéma maison d'une valeur de 2 000 2 cartes cadeaux de 1 000 et un poêle au gaz 5 000 de MM Propane. Une deuxième activité de financement consiste en une dégustation de bière, vin et fromage le 18 avril. Toutes les informations sur la 48e finale des Jeux sont maintenant disponibles à l'adresse Internet suivante, saguenay2013.jeuxduquebec.com. Vous venez de voir les sujets qui ont retenu notre attention au cours des 2 dernières semaines. Pour la prochaine partie de l'émission, nous nous rendons dans l'arrondissement de Jonquière. Le premier ministre Jean Charest est venu y donner une conférence devant des gens d'affaires de la région, une allocution qui a porté sur le plan Nord. Et le maire de Saguenay, Jean Tremblay, y a assisté. Voici quelques extraits de cette conférence. Nous étions environ 300 dans la salle. C'était principalement des entrepreneurs de la région, des gens qui vont être impliqués dans le développement du Grand Nord. Je peux vous dire que tout le monde est enthousiaste. On a beaucoup d'espoir dans le développement du Grand Nord. On commence à comprendre que c'est par là que va passer le développement du Québec et particulièrement le développement de Ville de Saguenay. Notre position stratégique, nos équipements de transport
vont faire en sorte qu'on est appelé à jouer un rôle très important. Alors, l'avenir de la région repose en grande partie sur un projet extraordinaire qui est le Plan Nord. Ce que nous avons convenu, c'est une vision sur 25 ans. C'est 25 ans et c'est 80 milliards d'investissements anticipés. Là-dessus, 47 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie, qui sera mené évidemment en grande partie par Hydro-Québec. 33 milliards de dollars dans le secteur minier et des infrastructures. Là, je vous mets en garde sur les chiffres sont bons, mais quand je m'adresse à des salles, parce que je suis allé présenter le Plan Nord à l'extérieur, dès qu'on l'a sorti, parce qu'on voulait attirer l'attention tout de suite des investisseurs, on est allé au Japon, en Chine, on est allé en Europe. Quand on dit sur 25 ans, 80 milliards, évidemment, les gens disent, bien, il y a 25 mois, je ne savais pas où j'allais être sur le plan économique. Mais ce qu'ils voient là-dedans, c'est l'effort de réflexion sur une longue période. 80 milliards, moi, à mon avis, ça va être plus que ça, les investissements. Mais on a voulu une vision à plus long terme, toujours dans la même perspective d'avoir un développement ordonné, un développement qui est équilibré, qui est fait pour nous. J'ai la carte ici, puis vous l'avez devant vous, dans un format évidemment plus accessible, vous illustre le territoire du Plan Nord. Ce qui est ombragé ici, c'est le territoire. C'est tout ce qui est au-dessus du 49e parallèle. 1,2 million de kilomètres carrés de territoire. Nous avons dans le Plan Nord un engagement de préserver 50 % du territoire du développement industriel. 50 % Ça, c'est un territoire qui fait l'équivalent de la superficie de la France. C'est donc un territoire très grand. Puis ça ne se fait pas de manière mécanique, là. Ça veut dire qu'on préserve des écosystèmes, on préserve des endroits où il y a, par exemple, de la biodiversité que nous voulons protéger. Nous avons annoncé récemment, le 5 février dernier, Pierre Arcan, le ministre du Développement durable, que nous allions préserver 20 % de ce territoire en aires protégées. Des aires protégées, c'est quoi? Selon les normes internationales, ça veut dire que c'est des parcs nationaux comme on connaît ici au Québec et ailleurs au Canada. 20 %, c'est très gros. C'est la nouvelle norme que nous allons atteindre de 17 % pour l'ensemble du territoire québécois, la nouvelle norme internationale. Alors, il y a donc une occasion pour votre région. Quand je vois là, ce qui caractérise la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce que je vois, c'est une occasion pour les équipementiers en particulier. Ça ressemble à ce que je vois aussi du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, où c'est un secret assez bien gardé, mais l'Abitibi-Témiscamingue ont des équipementiers qui sont dans une quarantaine de pays dans le monde, à travailler sur de la machinerie très spécialisée sur mesure pour le secteur minier et qui sont reconnus comme étant parmi les meilleurs au monde. Mais les Québécois en savent peu de choses parce que, évidemment, on ne vit pas avec ça tous les jours. Et vous, dans la région ici, vous avez également ce talent et cette occasion unique. En passant, le Québec va ouvrir sa première mine de diamants en 2015, ici. C'est un projet qui s'appelle Renard, d'un investissement de près de 800 millions de dollars. C'est une compagnie qui s'appelle Stornoway, dans laquelle le gouvernement du Québec a 37,5 % du capital action. Ça touche très directement le développement parce qu'à partir de Chibougamau, la ville de Manon-Sire, on a annoncé au mois d'août dernier la construction de la route 167. Là, ça vous touche, vous, dans la région. Ça, c'est un investissement de 300 millions de dollars dans lequel la compagnie met 44 millions de dollars en plus d'investir dans le maintien de la route et qui va nous permettre d'avoir accès au territoire. Alors, vous avez là quelques exemples d'investissements. Évidemment, il y a la route 167 qui vous touche également sur cette région-là. Et il y a, depuis l'annonce du Plan Nord, à peu près 6 milliards de dollars d'investissements qui ont été annoncés. Puis il y en aura d'autres. Il y a des investisseurs qui sont évidemment de la Chine. Juste au sud de Raglan, il y a une autre mine qui appartient à une compagnie chinoise qui s'appelle Zhejiang, qui ont acheté Canadian Royalties. Eux, ils viennent d'investir sur à peu près 2 ans 800 millions de dollars pour ouvrir une mine de nickel. Ça, c'est juste au sud de Raglan. Depuis l'annonce du Plan Nord, Extrata a annoncé un autre 530 millions de dollars pour un nouveau gisement de nickel sur le territoire. Il y a des gisements de lithium. Le lithium sert à la fabrication de batteries qui sert à la fabrication ou de voitures électriques, qui est un domaine dans lequel le Québec est en train de se développer une expertise. D'ailleurs, c'est tellement vrai que vous allez en entendre parler aujourd'hui.
d'une entreprise de votre région qui, elle, développe une voiture, un camion utilitaire électrique pour le secteur minier. L'ouverture de cette nouvelle voie maritime qu'on appelle le passage du Nord-Ouest va faire économiser trois jours de transport maritime entre l'Europe et l'Asie. 3 jours, c'est majeur. Ça change fondamentalement les routes de commerce. Pour vous dire à quel point c'est important, le transport maritime, là, il se construit à côté du canal de Panama. Il se construit aujourd'hui même un nouveau canal, plus large, plus gros, pour accommoder les nouveaux navires qu'on appelle post-Panamax. Et d'ailleurs, chez vous, Serge Simard a annoncé tout récemment un investissement de 10 millions de dollars, on l'a évoqué tantôt, pour votre projet à vous, quoi, de 12,5 km à grandance, pour justement vous brancher la région ici, puis votre port, puis votre fjord, parce que vous avez, sur le plan des infrastructures de transport dans la région ici, vous avez un gros avantage, là. L'aéroport de Bagotville, la route 175, enfin, alors qu'on vient, en quelque sorte, là, ouvrir la région, plus le port de mer, là. Difficile de trouver une région au Québec qui est mieux équipée que vous l'êtes, vous, en ce moment, pour prendre avantage des occasions qui vont se présenter dans le Nord. C'est exceptionnel comme chance que vous avez. Puis vous avez su le saisir en passant, tant mieux pour vous. C'est exactement comme ça qu'il faut planifier ces affaires. Le développement que nous voulons pour le Nord, c'est un développement qui est au bénéfice de tous les Québécois, mais en particulier pour ceux qui habitent le territoire. Ça, c'est fondamental. Et encore plus, j'ajouterais, pour les Premières Nations, pour qui nous voulons développer une base économique. Très important que vous sachiez où on a notre tête là-dessus. Nous voulons que les Premières Nations développent une base économique à partir duquel ils pourront se développer, éduquer leurs enfants, les faire travailler et participer pleinement à l'économie et à leur propre développement social. D'ailleurs, dans le plan Nord, on a inclus des dispositifs qui permettent le développement, que ce soit au niveau du logement. On a signé une entente de 300 logements avec la société McKivick pour développer du logement dans le Nord. Dans le Nord, tout à fait, l'enjeu le plus pressant, le plus urgent, c'est le développement du logement, qui coûte très cher, qui est compliqué parce qu'on n'a pas les systèmes de cadastre et de propriété qu'on a dans le Sud, parce que l'architecture n'est pas la même, parce que la saison de construction est courte. Enfin, mettez-en, là. C'est pour ça qu'on fait ces journées-ci en passant, parce qu'il faut que vous autres, si vous vous intéressez au Nord, c'est important que vous puissiez bien saisir les différences entre développer dans le Sud et développer dans le Nord. On ne peut pas tenir pour acquis que les gens le savent. Et je vous préviens, tant qu'on n'est pas allé, c'est difficile de saisir à quel point c'est différent pour ensuite faire les choses correctement. Si vous avez senti qu'il y a un certain enthousiasme pour ce projet-là, c'est parce que nous sentons, nous, que c'est dans la foulée de ce que nos grands-parents ont fait à la Manic, de ce que nos parents ont fait à la Baie James, et de ce qu'on va pouvoir faire, nous, puis nos enfants, dans le nord du Québec. C'est vraiment un projet pour une génération. Au Québec, on a l'avantage d'en avoir un projet, un grand projet. Et c'est à la hauteur de ce que nous sommes Québécois, de notre talent, de notre vision. Ça a construit notre économie quand on est allé dans le Nord, à la Baie James. Ça a structuré notre société. Ça nous a permis de se démarquer dans le monde, puis là, nous avons l'occasion de faire un pas de plus avec le plan Nord. Merci. Le 2 mars dernier, la ville de Saguenay a rendu hommage au lieutenant-général Charles Bouchard, qui est natif de Chicoutimi et qui a connu une carrière fort impressionnante. Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'Hôtel de Ville, le maire Jean Tremblay a invité M. Bouchard à signer le livre d'or de la municipalité. Le lieutenant-général Charles Bouchard a bien voulu nous accorder une entrevue que nous vous présentons à l'instant même. Lieutenant-général Charles Bouchard, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Vous êtes né ici à Chicoutimi. Si vous le voulez bien, on va faire un petit retour dans le passé. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire carrière dans les Forces armées canadiennes. Quels ont été vos premiers pas là, dans les Forces canadiennes? Premièrement, mon retour à Chicoutimi et au Saguenay est toujours un retour heureux parce que c'est le retour au bercail. Effectivement, je suis né à Chicoutimi et j'ai passé les 17 premières années de ma vie. Un des points tournants dans ma vie, surtout au début, c'est alors que je me suis joint au corps de cadets de l'aviation royale du Canada,
la 799, l'escadrille 799 de Chicoutimi. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ans. 13 ans. 13 ans. Alors, ça a été vos premières expériences? Les premières expériences. Et de 13 ans, j'ai été avec le corps de cadet pendant 4 ans. Et ça a culminé avec le Club Richelieu, qui ont offert une bourse de vol de pilotage que j'ai suivi, effectivement, en 1974. Alors, à 17 ans, j'ai commencé ma carrière dans l'aviation, d'un sens, et ça m'a donné le goût. Durant toute votre carrière, qui a été quand même éloquente, quel a été le fait marquant, le moment important, le plus important pour vous? C'est difficile des fois de dire un point marquant ou d'autres, mais des points qui définitivement étaient marquants dans mon développement et dans ma carrière a été les temps de commandement. L'habilité de commander les troupes, les gens de l'aviation, parce que c'est un privilège d'être donné l'opportunité de commander les troupes canadiennes. De là, je dirais 2 autres points. Alors que j'étais dans la salle d'opération le matin du 11 septembre 2001, à la force de NORAD aux États-Unis. Ça a été un point tournant dans ma carrière aussi, alors que j'ai vu les États-Unis sous attaque et on a pris action immédiatement. Et bien sûr, cette dernière mutation comme commandant de la force de l'OTAN était vraiment un point culminant pour ma carrière et un point dont je suis très fier, que j'ai su représenter mon pays, ma province, ma ville et ma famille. Vous êtes en ce moment commandant des forces de l'OTAN. Vous l'avez été en Libye, notamment. Lorsqu'on vous a annoncé que vous alliez prendre la tête de ces opérations-là, ça a été quoi votre première réaction? Wow! C'est arrivé très vite. Alors que mon commandant des forces interarmées interalliées, l'admiral Locklear des États-Unis, m'a fait venir à bord du Mont Whitney et il m'a dit « Félicitations, Charles! Tu es maintenant le commandant d'une force de l'OTAN. L'autre nouvelle que j'ai à te donner, c'est que tu as une semaine pour monter cette force ensemble parce que je te donne tout le contrôle dans une semaine de maintenant. » Alors, c'était des moments intéressants, on peut dire. C'est tout un défi, là. Oui, mais comme vous étiez prêt? Comme tout autre éléphant, on le mange une bouchée à la fois. Oui. Alors, on a commencé ensemble et j'ai emmené mon équipe le plus tôt possible. Et ça, vous m'avez demandé si j'étais prêt. On ne sait jamais si on est prêt. On est demandé à faire un service et on fait le mieux qu'on peut. J'étais entouré d'officiers internationaux qui étaient superbes. Et ensemble, on était capable de devenir une équipe qui a su emmener une fin à une mission rapide. Ouais. On vous a choisi, vous, plutôt qu'un ou que d'autres. Quelles sont les principales qualités que doit posséder un commandant en chef? Premièrement, mon choix, j'ai aucun doute que beaucoup d'autres officiers des Forces armées canadiennes auraient été capables d'avoir le même succès. Alors, parce que nous avons de bonnes Forces armées canadiennes, dont ici, à Chicoutimi, vous avez, au Saguenay, vous êtes témoin de ce professionnalisme à Bagotville. Et les qualités les plus importantes, ce sont les qualités canadiennes qu'on apprend ici au Canada. C'est de respecter les cultures différentes. Parce que l'OTAN, c'est 28 pays ensemble, 28 cultures. C'est de travailler ensemble, créer un esprit d'équipe qui a un seul but, c'est d'atteindre la mission avec succès. Alors, le point le plus important pour moi, pour un chef, surtout dans les missions internationales, mais je crois que c'est la même chose pour un chef de la mairie aussi, ou un père ou un chef de l'industrie, c'est de comprendre la différence des gens de ton équipe et de là, de construire, de trouver le meilleur de chacun et de là, de leur donner la direction. Le travail d'équipe est très, très important. Très important. Au cours de votre carrière, c'est un travail qui vous amène à vous déplacer beaucoup. Hein? Vous êtes allé dans plusieurs pays. Comment on arrive à concilier travail, famille? Toute la famille suit à ce moment-là? On demande beaucoup de nos familles. On demande beaucoup de sacrifices. On demande beaucoup de sacrifices parce que c'est difficile pour nos époux ou nos épouses de garder un emploi. C'est difficile pour nos enfants de changer d'école souvent. Alors, ça prend beaucoup d'amour et beaucoup d'appui d'eux autres, et on le doit beaucoup. Est-ce que vous réussissez à prendre le temps de faire du sport, d'avoir des loisirs? Si oui, quels sont ces loisirs?
Certains loisirs, c'est d'être là pour voir ma fille jouer à la ringuette, ma fille aller à la piscine, mon fils et mes enfants faire du taekwondo ensemble. Nous avons été capables de nous entraîner au taekwondo ensemble. Et passer un peu de temps avec la famille, passer un peu de temps autour de la maison. Et c'est ça que j'ai. Sur l'horizon, c'est ça que je veux faire. Est-ce que vous êtes un joueur de golf? Je suis un joueur de golf misérable. On aime bien le ski de fond et les randonnées en bicyclette. En terminant, je vous demanderais, bon, vous êtes originaire d'ici, de Chicoutimi, de Saguenay, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous venez régulièrement dans la région? Les membres de la famille sont ici? Je pense qu'un homme que je respecte beaucoup, mon père, François Bouchard, me dirait pas assez souvent. Mais j'essaie de venir le plus souvent possible parce que c'est une belle région. C'est une très belle région. Et quand on est atterri ici ce matin à Bagotville, j'ai dit à mon coéquipier, le lieutenant-colonel Boucher, aussi natif de Chicoutimi, qu'on était retourné à la maison maintenant. Et c'est ça le sentiment que j'ai aujourd'hui. Que vous ressentez. Oui. Lieutenant-général Bouchard, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Au plaisir. Merci. C'est ici qu'on se dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de Ville en Action. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur le site Internet de Ville en Action et profitez-en pour nous laisser vos commentaires et vos suggestions. Ils sont les bienvenus. Passez une très, très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous toutes les semaines à Ville en Action, votre émission d'actualité de la ville de Saguenay. Ensemble, nous ferons un survol des dossiers que nous avons suivis depuis le 22 février. Nous vous présentons également des extraits de la conférence sur le Plan Nord donnée par le premier ministre Jean Charest. Et nous recevons en entrevue le lieutenant-général Charles Bouchard, à qui la ville de Saguenay a rendu hommage. Soyez donc des nôtres à Ville en Action sur les ondes de Vox.